Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 18 décembre et tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur l'élection du nouveau président de la région des Pays de la Loire. Sans surprise, c'est Bruno Retailleau qui a été élu à la tête du conseil régional. Il succède donc au socialiste Jacques Auxiette. Mais si le président changeait, c'était aussi le cas pour les conseillers. Certains ont fait leur premier pas dans l'hémicycle, nous en avons suivi quelques-uns. Au chapitre sport, nous reviendrons sur la semaine de stage qu'ont suivi les coureurs de la future équipe Direct Énergie. Une session d'entraînement pour les cyclistes qui ont sillonné les routes du département. Reportage dans ce journal. Enfin, nous irons à la rencontre d'une Vendéenne passionnée de Lego. Et oui, il n'y a pas que les enfants qui aiment ces petits jouets de construction, les adultes aussi. L'association BrickWest a même été créée dans la région et jusqu'en Bretagne pour rassembler tous ces amateurs. Vous verrez, ce sont de vrais mordus. Mais pour commencer ce journal, revenons sur l'élection du président de la région des Pays de la Loire qui se tenait ce vendredi matin. Sans surprise, c'est Bruno Retailleau qui a été élu avec 54 voix sur 93. Il succède donc au socialiste Jacques Auxiette à la tête du conseil régional. Et lors de cette première séance, il a déjà annoncé la couleur de son mandat, des mesures, des actions concrètes concernant notamment l'emploi ou encore les territoires ruraux, mais aussi ses futures méthodes de travail. Retour sur cette première matinée du nouveau conseil régional avec Samuel Grasset. Il n'aura fallu qu'un seul tour de scrutin. Sans surprise, Bruno Retailleau a été élu président du conseil régional. Il était le seul candidat. Il prend officiellement la tête des Pays de la Loire jusqu'en 2021. Dans son premier discours, l'élu vendéen a détaillé sa vision pour la région, sa méthode aussi. Un dialogue plus approfondi avec les départements et des restrictions budgétaires. Il a notamment annoncé un plan d'économie et lancera un audit financier en janvier. Bruno Retailleau a également présenté ses priorités, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le soutien aux zones rurales et l'emploi des jeunes. La désespérance dans les territoires, la désespérance qu'on a pu rencontrer, le vote de colère, l'abstention, c'est d'abord cette difficulté de l'emploi. Le pays, la France, est le pays qui d'Europe, je vous le redis, qui depuis 18 mois n'a pas vu, le seul pays d'Europe qui n'a pas vu le chômage diminuer. Et pendant cette matinée, c'est Christophe Clergeau qui s'est montré l'opposant le plus incisif. Le socialiste a insisté notamment sur le cumul des mandats de Bruno Retailleau, également sénateur. Et il a égratigné le discours du nouveau président de région. Évoquer l'alliance des territoires sans jamais faire mention des quartiers populaires des villes est une erreur. Aborder la question de la formation des jeunes en focalisant tout et uniquement sur l'apprentissage est une erreur. Oublier la transition écologique et énergétique et ne pas en dire un seul mot au lendemain de la COP21 est une faute. Ces 3 points font partie des points de débat pour les années qui viennent. Bruno Retailleau devra également faire face à une autre opposition à sa droite, celle du Front National qui revient au Conseil régional après plus de 10 ans d'absence. Le FN qui compte avant tout utiliser ce mandat pour former ses élus aux dossiers régionaux. Pascal Gana promet d'incarner une opposition constructive. Je pense que nous étonnerons souvent par la qualité de nos interventions, de nos propositions, mais évidemment nous sommes dans l'opposition. D'autant plus que M. Retailleau, moi je n'ai rien contre lui en tant que personne, mais il représente une politique et un parti ou un groupement de partis que nous combattons au niveau national et qui n'est pas toujours loyal avec nous. Donc voilà, il est logique que nous soyons dans l'opposition ici. Les 93 conseillers régionaux se retrouveront désormais dans un mois. Il sera question du budget. En plus de l'élection du nouveau président de la région ce vendredi, c'était également les premiers pas des nouveaux conseillers dans l'hémicycle. Parmi eux, des Vendéens et certains qui siègent pour la première fois au conseil régional. Élodie Pépin a suivi 3 conseillers de la droite à la gauche en passant par le Front National pour leur première rentrée. 6h30, la journée a déjà commencé depuis une demi-heure pour Lydie Bernard et elle est encore loin d'être terminée. Cette agricultrice de 52 ans s'est engagée en politique auprès de Bruno Retailleau et aujourd'hui c'est la session d'installation du conseil régional. Je me sens très bien dans le groupe, donc je pense que ça c'est important parce qu'on sent un esprit d'équipe et puis l'ambiance au niveau de la liste d'union est bonne. Voilà, je pense que non, pas du tout inquiète. Je ne suis pas inquiète parce que je ne suis pas toute seule. Voilà, non. Des bottes
Aux chaussures à talons, Lydie Bernard devra désormais passer d'une fonction à l'autre. Sur la route, elle est plutôt impatiente de commencer sa fonction d'élue. On y est depuis fin septembre, pour moi les premiers contacts. Donc c'est vrai que j'ai hâte en fait que les choses se dessinent de façon à pouvoir commencer à travailler à la place qu'on me dédiera. 9h, Lydie Bernard arrive au conseil régional. Là-bas, Stéphane Ibarra du Parti socialiste est déjà sur place. Formalité administrative, photo de rentrée, pour lui aussi c'est la première fois qu'il siège au conseil régional. Mais contrairement à Lydie Bernard, il sera dans l'opposition. On n'est pas là dans la minorité simplement pour dire ce que vous faites c'est pas. On doit le décortiquer, l'analyser, le passer au fil de notre vision de société en disant nous peut-être qu'on voudrait amender ou porter plus d'attention à telle ou telle catégorie de personnes par exemple. Mais travailler pour le bien commun, c'est un peu travailler ensemble, mais en gardant son identité. 10h30, la session va commencer. Stéphane Ibarra cherche sa place. Quelques mètres plus loin, Brigitte Neveu du Front National a trouvé la sienne. Elle aussi est nouvelle à la région. Et elle va être au plus près des débats puisqu'elle a été nommée à la commission permanente. C'est sympathique, je trouve que tout le monde est très sympathique. Je pense que ça commence bien. En plus, j'ai été nommée à la commission permanente, donc je suis très contente parce que je siégerai au plus près. Donc pour moi, pour une première élection, c'est important. Lydie Bernard, Stéphane Ibarra, Brigitte Neveu, 3 Vendéens nouveaux au conseil régional, mais surtout 3 personnalités différentes aux idées politiques opposées qui devront travailler côte à côte durant ces 5 prochaines années. En bref, au chapitre économie, l'usine spécialisée dans l'emballage de produits agroalimentaires d'Atis va fermer. C'est officiel, l'annonce a été rendue ce jeudi par le tribunal de commerce d'Angoulême. La cause, en janvier dernier, elle s'était associée avec le site Claire-en-Bal, situé à Soyaux, près d'Angoulême. Et les dettes de l'entreprise charentaise ont pesé lourdement sur le site vendéen qui n'a pas pu remonter la pente. L'ancien directeur du site d'Atis, Eric Leys, avait fait une proposition de rachat de l'entreprise qui n'a pas été acceptée par le tribunal de commerce angoumoisin. En tout, ils seront donc 36 salariés sur 39 du site de Velluire dans le sud Vendée à être licenciés. Pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 18 à 30 ans, sans diplôme et sans emploi, le conseil départemental de la Vendée a mis en place le parcours de la seconde chance. Cette formation combine des enseignements théoriques et pratiques avec des stages en immersion dans les entreprises. Elles sont un peu plus de 250 à accueillir des stagiaires et depuis 2012, le lancement du dispositif, 53 jeunes sur 87 aidés ont réussi à trouver un emploi ou une formation qualifiante. Sur le département, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi représente tout de même un peu plus de 28%. Jusqu'à présent, le parcours de la seconde chance ne concernait que les jeunes du pays de Fontenay-le-Comte, du nord-ouest du département et du littoral. Il est maintenant étendu au Haut-Bocage, au Pays Lyonnais et à Luçon. Le premier objectif, c'était de répondre au milieu économique qui peinait à trouver en fait du personnel qui soit qualifié ou pas. Et le deuxième objectif, évidemment, c'était permettre à des jeunes qui ont eu un parcours un peu compliqué, leur permettre en 6 mois de pouvoir accéder à une formation ou bien une qualification et de reprendre confiance en eux. Donc les profils, on peut avoir des jeunes de 18 ans, mais aussi on peut avoir des jeunes qui sont chargés de famille, ça arrive dans les parcours. Et donc on a des groupes de 12 personnes parce qu'on s'est aperçu que si on est un peu plus que 12, on n'arrive pas à faire l'harmonie du groupe. Il était parti à Paris pendant les 2 semaines de la COP21 pour présenter son avion électrique Eraol. Raphaël Dinelli est de retour en Vendée et ce week-end, il ouvre exceptionnellement son laboratoire Océan Vital au public. L'occasion pour tous les curieux et fans d'aéronautique de voir à quoi pourrait ressembler l'avion du futur. Un avion qui a pour avantage de très peu consommer mais surtout de laisser une empreinte carbone très réduite. Le premier vol transatlantique sans escale avec cet avion devrait être réalisé dans le courant de l'année 2016. On ouvre à présent une page de sport avec les rendez-vous du week-end. Il y aura du tennis de table avec les championnats de France des régions en sport adapté. Tous les matchs se joueront à la salle spécialisée des Terres Noires à La Roche-sur-Yon. Au programme également du hockey sur glace avec les matchs de Division 1. La Roche-sur-Yon affrontera Anglette samedi à 18h30 à la patinoire Arago. Pour les fans de basket, le club féminin de la Garnache reçoit à domicile l'équipe de Brive samedi à
à 20h. Enfin, il y aura de la course à pied avec le cross du Crédit Agricole organisé dimanche aux Herbiers. Le top départ sera donné à 10h30 au parc du Landreau. Et toujours à propos de sport, nous vous en parlions dans une précédente édition, le club de basket de Luçon avait déclaré forfait le week-end dernier alors qu'il devait disputer un match contre Cognac. La raison avancée était un possible dépôt de bilan du club. Si les difficultés financières sont toujours bien présentes, les Luçonnais comptent bien terminer leur saison. Ils joueront donc à Pau samedi soir. Après le basket, on passe à une autre discipline sportive plutôt suivie par les Vendéens, le vélo. La future équipe Direct Énergie montée depuis la mi-septembre s'est de nouveau retrouvée toute cette semaine. Une première session de cohésion avait été organisée en novembre dernier, mais cette fois-ci, c'était le retour aux choses sérieuses. Des entraînements plus intensifs avec des circuits sillonnant les routes du département. En clair, vous l'aurez compris, une remise en condition avant les compétitions de la fin janvier. Aurélien Huard a suivi les membres de l'équipe. C'est une bosse bien connue des amateurs de cyclisme en Vendée. La côte du Fuiteau à Chantonnay, avec ses 12% de pente, était au menu ce jeudi des coureurs de la formation Direct Énergie, mais aussi de ceux du Vendée-U. Une ascension répétée 6 fois après une sortie d'environ 100 km. Après un stage de cohésion très ludique en novembre, ce deuxième stage était axé cette fois sur le travail. C'est quand même beaucoup plus sérieux que que ça l'était au mois de novembre. Là, on commence vraiment à préparer le physique et puis les courses qui vont arriver à grands pas maintenant, dans un mois. C'est plus compliqué parce que voilà, on n'est pas encore en condition, donc on fait les 4-5 heures, donc il faut retrouver la forme. Donc voilà, on n'est pas. Il y a des différences de niveau aussi entre ceux qui ont commencé à rouler plus tôt ou d'autres qui prennent juste. C'est sûr qu'on préfère toujours se faire mal aux jambes en course qu'à l'entraînement. Mais voilà, c'est un petit peu le point de passage obligé. Et on a quand même, quoi qu'on en dise, en Vendée, des parcours assez sympas. C'est sûr qu'on n'est pas dans les Pyrénées ou les Alpes, mais ça tombe bien, à cette époque-là, là-bas, on ne peut pas rouler. Donc c'est quand même des bonnes conditions. Et puis voilà, ça nous ressemble, quoi, on est chez nous. Ces stages permettent également à la nouvelle équipe de prendre ses marques et d'intégrer les nouveaux coureurs, comme Adrien Petit ou encore Sylvain Chavanel, mais aussi 4 anciens coureurs du Vendée-U. Habituellement, on est chacun chez soi, donc c'est important aussi de retrouver tous ses collègues pour justement souder le groupe. Ça change du Vendée-U, voilà, les kilomètres c'est plus long, c'est plus dur. Voilà, on est au mois de décembre, déjà avec le Vendée-U on ne faisait pas de stage d'une semaine. Les maillots verts du Team Europcar font leur dernière sortie. Ils vont très vite laisser place au nouveau maillot de Direct Énergie. Un maillot qui sera présenté en même temps que la nouvelle équipe le 15 janvier à Paris. Place ensuite au Tour du Gabon pour certains et à un stage en Espagne pour les autres. Voilà, et vous pourrez retrouver la future équipe Direct Énergie dans Visage du Sport, diffusé mercredi prochain. Si les enfants commandent toujours des jouets pour Noël, certains adultes aussi. Ils ont entre 30 et 40 ans et se font appeler des affoles pour adultes fans de Lego. Une passion qui n'a pas toujours été facile à assumer, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans une association. BrickWest est né en 2014 et propose à ses amateurs d'échanger et de présenter leurs réalisations à travers des expositions. Ils sont plus d'une soixantaine répartis dans les pays de la Loire et la Bretagne. Ils alternent création et exposition, dont les demandes affluent. Ils seront bientôt à Saint-Nazaire, Nantes, mais aussi Noirmoutier et La Roche-sur-Yon. Cyril Guillet les a rencontrés. Voilà, un exemple de set d'aventure qui permet de rêver, voilà, découverte d'un trésor sous la mer, toutes les aventures d'un sous-marin, le requin qui arrive, enfin bref, on peut se raconter des tas d'histoires avec ça, quoi. C'est ce genre de petite boîte qui est absolument génial. Les Lego, Gaël Vincent est tombé dedans dès son plus jeune âge. Depuis, la passion ne l'a pas quitté, bien au contraire. J'y ai passé des heures et des heures, j'y ai joué très tard. Ça a été un déchirement de les ranger quand j'étais ado. Et puis, je les ai ressortis en fait quand j'étais enceinte de mon fils. C'est comme ça qu'elle a remis le doigt dans l'engrenage. Et de cette passion, elle a fait naître une association qui rayonne aujourd'hui sur les pays de la Loire et la Bretagne. En à peu près un an, on a triplé le nombre de membres. On est maintenant une soixantaine. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une demande très très importante pour adhérer à l'association. Pour le moment, c'est vrai qu'on reste une association d'exposants, mais on a des demandes très importantes de passionnés qui aimeraient pouvoir jouer tout simplement.
Cette planète, c'était d'abord d'illustrer la dernière grande exposition de l'association BrickWest. Programmée le mois dernier à Nantes, cette exposition a accueilli 18 000 personnes. La petite brique en plastique de 2x4 attire les petits comme les grands et c'est le mocage, entendez par là la création personnelle, qui séduit le plus les adultes. Et donc je m'en suis emparée pour faire mes créations, assouvir aussi mes rêves, par exemple de trains télécommandés que j'avais pas eu quand j'étais petite. À quelques kilomètres de là, à Martinez, ils sont 3 copains à avoir replongé dans l'univers Lego, avec comme thème de prédilection les super-héros, les mondes sous-marins ou bien encore Star Wars. On a fini par s'en offrir à Noël au départ pour rigoler, et puis au final c'est devenu un peu plus que de la rigolade et on s'est fini par racheter plein de sets neufs. C'est le fait, je pense aussi, d'avoir des gamins. On va lui faire voir une première expo et puis il a les yeux comme ça, donc on lui achète des Lego. Moi, je ressors les miens de chez mes parents et puis c'est l'engrenage, quoi. Il y a l'envie qui revient aussi de se dire on va se faire plaisir nous en tant qu'adultes avec tout ce qui se fait maintenant. Et pour que l'imagination de ces mordus ne soit pas bridée, Lego a développé un logiciel qui permet de modéliser et de calculer le nombre de pièces nécessaires à sa future création. Ici, une porte des étoiles inspirée de la série Stargate SG1. À noter que l'association BrickWest présentera différentes réalisations à travers une exposition et des ateliers de jeux du 21 au 3 janvier au Centre culturel Les Salorges de Noirmoutier en Lille. Mais il n'y a pas que les fans de Lego qui font leur show. Ce week-end, une exposition et vente de Playmobil est organisée également à Noirmoutier, à l'espace Hubert Poignant. Des petits personnages par milliers issus de collections privées et mis en situation dans leurs différents univers. En résumé, pour ces fêtes de fin d'année, de quoi faire rêver les petits et les grands. Avant de refermer ce journal, regardons ce qui nous attend demain et ce week-end du côté du ciel. Une belle journée pour ce samedi, avec du soleil enfin et toujours beaucoup de douceur. Dimanche, ce sera un ciel un peu plus chargé, mais quelques éclaircies illumineront tout de même notre début de journée. Enfin, en soirée, quelques pluies devraient s'inviter. Les prévisions d'Armelle Pavageau arrivent tout de suite après cette édition. Lundi, ce sera Élodie Pépin qui présentera le journal de la rédaction et je vous retrouverai pour la semaine du Nouvel An. D'ici là, avec un peu d'avance, je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes vacances pour les chanceux. Et en parlant de Noël, on se quitte sur des images de l'exposition de crèche des Sables d'Olonne. Chaque année, elle attire près de 1500 visiteurs venus admirer la 60aine de crèches provenant de collections privées. Très bonne soirée et bon week-end.